Alors, quand on est à Rome, on croit dur comme fer aux vampires. Les Impus et Lamises sont des vampires dans la mythologie romaine. On les appelle pas vampires, le mot n'existe pas, hein. Alors dans, une histoire, romancée qui s'appelle Landor, Apulée a écrit un livre qui s'appelle Landor, bon, ben, c'est aussi une histoire mythologique très curieuse où il y a des histoires de vampires dedans et on dit dans l'histoire vraie, hein, que dans les combats de gladiateurs, quand il y avait un gladiateur blessé qui n'était pas encore mort, il y a des gens qui se précipitaient dans l'arène pour boire leur sang. Alors les légionnaires allaient les rechercher, les reconduire dans les tribunes, parce que c'est une abomination, parce qu'ils étaient persuadés que ces guerriers avaient un sang supérieur. Ces gladiateurs, c'est des colosses, des combattants, leur sang devait être supérieur, ils y allaient, hein, et cetera, et cetera, hein. Bon, au Moyen Âge, il y a tout un tas d'histoires aussi comme ça, dans avec la fée Morgane, qui est aussi une magicienne, et cetera, qui avait, plus ou alors là, c'est un vampirisme psychique. Elle avait invité des chevaliers, à venir la voir et puis ils viennent, puis ils ne repartaient jamais. Ils étaient séquestrés dans le Val sans retour et le roi Arthur, qui ne voyait pas revenir les chevaliers, en envoyait un autre, un autre, un autre, ils ne revenaient jamais. Totalement prisonnier, du Val sans retour. Un jour, j'ai dit: «Je vais envoyer Lancelot», et comme Lancelot est un chevalier totalement pur, il réussit à libérer les autres chevaliers, en fait, d'une emprise psychique de la fée Morgane, qui avait pour motif de dire: «Tous les chevaliers infidèles à sa dame n'en repartiront pas». Et comme Lancelot est totalement pur, il les libère tous. C'est une forme de vampirisme psychique, si on peut dire, hein. Dans dans la mythologie, germanique Parsifal, il y a des filles fleurs dans Parsifal, c'est des vrais vampires, et cetera, et cetera, hein. Et puis on peut aller plus loin dans les mythologies dans le sang. Quand on est chez les Aztèques, il faut faire des sacrifices humains pour nourrir de sang le soleil. Car le soleil, le soir, il est fatigué, faibli. Il faut bien lui redonner du sang pour qu'il continue à briller le lendemain. Puis comme on s'aperçoit à certaines périodes qu'il brille un peu moins que d'autres, parce que le soleil n'a pas toujours la même intensité. Il y a des moments d'excès de rayonnement, des moments enfin, absolument, il y avait encore plus de sacrifices humains que d'habitude. On s'est dit, ben alors où est-ce qu'on va, hein? Bon, et cetera, et cetera. Donc on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires de ce genre, hein. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, bon, il y a un peu tout ça. Puis après, arrive la Renaissance et puis les temps modernes, hein. Là, on ne croit plus du tout à ce genre de choses. Tout devient superstition. Bon, ces histoires de vampires, la mythologie, comme dirait Voltaire, c'est des superstitions. Bon, lui, tout ce qui n'est pas lui, c'est superstition, hein. La religion, c'est même superstition, superstition. Bon, etc. Alors, la Renaissance et l'âge classique, c'est-à-dire XVIIe siècle, pour ceux qui connaissent, bon, c'est une ère où il commence à y avoir des progrès scientifiques, des progrès techniques, une nouvelle conception de la société, de l'art. On est plus dans la logique, la raison, que des croyances superstitieuses du Moyen Âge, hein. Donc ça se tasse un petit peu, à un moment, ces croyances-là, tout ce que je viens d'évoquer avant, hem, et cetera, et cetera. Sauf qu'il y a la guerre de religion. La fameuse guerre de religion entre le catholique et le protestantisme, c'est la même époque, hein, c'est la Renaissance. Eh bien, il y a une histoire de vampires là-dedans. C'est-à-dire que l'Église a voulu affirmer, dur comme fer dans son dogme, que quand il y avait la messe, l'hostie et le sang du Christ, c'était des vraies choses. C'est-à-dire c'est son vrai corps. Quand on dit: «Je mange du pain, c'est le corps du Christ», c'est son vrai corps. Et son sang, c'est du vrai sang. C'est pas prendre au sens symbolique. C'est pas dire: «Je mange une hostie comme si c'était le corps du Christ et je bois du vin comme si c'était son sang». C'est le corps et le sang au sens propre. Ça s'appelle la transsubstantiation dans le dogme catholique, c'est-à-dire que les choses sont réelles et pas symboliques. Et les protestants ont les cheveux, la verticale sur la tête, mais
Si c'est vrai et que vous mangez le corps du Christ, c'est du cannibalisme, et si vous buvez son sang, c'est du vampirisme. Et au sens propre, c'est plus ou moins vrai. Remarquons au passage que le sacrifice du Christ est un sacrifice humain sanglant, et qu'on est censé, pour le rituel de la messe, manger son corps et boire son sang. On est dans les dévorations de ce genre de mythologie. Bon, c'est pas tellement répandu comme idée. Faut mieux pas. Bon. Mais c'est dire où on en est dans toutes ces conceptions, toutes ces histoires. Hein. Bon, si on suit la logique protestante, ils sont plus ou moins dans la logique. Ou alors, le corps et le sang du Christ ne sont pas à prendre au sens propre. Dans ce cas-là, c'est un symbole. Bon, bah, ça n'a pas la même importance. Alors, qu'est-ce qui va se passer au XIXe siècle? Au XIXe siècle, tout le monde sait ce que c'est quand on a été à l'école. Bah, c'est la révolution industrielle, c'est les idées démocratiques, socialistes, etc. Karl Marx, c'est cette époque-là, hein, etc. Il y a la machine à vapeur, il y a tout ce qui s'ensuit, on commence à découvrir l'électricité. Qu'est-ce qu'on a à faire des mythologies et des légendes et tout ce qui s'ensuit? Et alors, c'est ce qu'on apprend à l'école. Vous apprenez jamais la deuxième partie. Deuxième partie, c'est que jamais il y a eu autant de sciences occultes et de sociétés secrètes et de mystiques qu'à cette époque-là. Le spiritisme, c'est cette époque-là. Les médiums, c'est cette époque-là. Alan Kardec, c'est cette époque-là. Société théosophique, c'est cette époque-là. C'est pas possible. Et inimaginable. L'inverse, en gros, de ce qu'on raconte dans l'histoire. Et bien entendu, la littérature et les arts. En littérature, c'est bourré que de livres fantastiques, que de livres de spiritualité, de magie, de trucs comme ça. Un peu comme si on avait dit, il y a une orientation trop rationnelle, trop matérialiste, on prend les devants, on va dans le sens inverse. Parce que, en gros, la littérature et ce qui s'est passé à cette époque-là, même en art, ça correspond en rien à l'état économique de l'époque. Hein. Alors, il y a tout un tas d'auteurs de toutes sortes et de toute nature qui ont écrit des romans qui rentraient dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le fantastique. Hein. Alors, à l'époque, ça s'appelle la vague romantique. Donc, c'est du romantisme, etc. Si on prend Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, c'est du romantisme. Si on prend les livres de Walter Scott, c'est des romans de chevalerie, etc. Il y a eu tout ça en plein 19e siècle. Hein. Alors, ces livres sont très très importants. Par exemple, le fameux Walter Scott, là, qui est un auteur écossais, a écrit Ivanhoe, a écrit Quentin Durward, c'est des romans de chevalerie. Hein. Donc, quand on dit roman de chevalerie, ça veut dire qu'on sort des choses du Moyen-Âge. Parce que les chevaliers, c'est le Moyen-Âge, c'est pas le 19e siècle. Ça a pris comme c'est pas possible. Alors, on a trouvé que c'était très très intéressant, et beaucoup d'auteurs qui écrivaient de la littérature normale se sont mis à faire des parties de romans ésotériques. Hein. Bon, par exemple, Théophile Gautier, qui écrivait des romans à peu près normaux, a écrit un recueil de contes fantastiques. Et dedans, il y a une histoire de la morte amoureuse qui est une vampire. Bien avant Dracula, hein, etc. Bon, Victor Hugo, qui écrit des pièces de théâtre, qui écrit Hernani, qui écrit un espagnol de l'armée en déroute, s'est traîné sanglant sur le bord de la route. Soudain, il écrit Notre-Dame de Paris. Eh ben, Notre-Dame de Paris est qualifiée de roman gothique. En plus, c'est une commande. On lui a demandé d'écrire ce livre-là, et dans le style gothique. On a appelé ça le gothique. Alors, Notre-Dame de Paris, il y a des alchimistes, il y a Esmeralda, il y a tout ça. Ça sort totalement de l'ordinaire. Et des dizaines d'auteurs de genre. Alors, un peu pour compenser dans le domaine un peu... En gros, quelle était l'idée? C'était de dire le Moyen-Âge était peut-être triste, la peste, machin, des combats de seigneurs, machin, mais il y avait une idée, c'est que, bon, on était quand même dans l'imaginaire, dans le panache, dans la gloire, justement les chevaliers, les seigneurs, les croisades, et machin, c'était autre chose que pourriture de métallurgie
de chimie et je sais pas quoi de notre époque. En gros, il y avait une conception du monde autre que la matière. Donc une poésie, du fantastique, des choses comme ça. Alors, pendant le siècle, ce qu'on appelle la vague romantique, elle s'est divisée en deux. Il y a eu un romantisme normal, disons pur, blanc, je ne sais pas comment. On dit le romantisme tout court, mais ça veut dire ça, comme c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et un romantisme noir, c'est-à-dire on traite des romans avec comment dire, des crimes, de la violence, des seigneurs barbares et sanguinaires, voilà, des choses comme ça, des châteaux hantés, voilà, des sorcières. Donc il y a une partie des romans qui est comme ça. Hein. Alors il y en a toute une série, hein, on ne peut pas les voir tous, hein, mais par exemple un auteur qui s'appelle Horace Walpole, c'est en anglais, a écrit Le Château d'Otrante. Bon, ça se passe toujours au Moyen Âge, dans des histoires de châteaux, de monastères, de temps anciens, et cetera. Alors ça a fait sensation, comme une charmante dame, qui s'appelle Mary Shelley, c'est une Anglaise, a écrit un livre très célèbre, que tout le monde connaît, et qui s'appelle Frankenstein. Ça, c'est de la littérature fantastique. Et d'ailleurs, quand c'est paru, 1818. Alors qu'on en parle aujourd'hui, puisqu'il y a des films, c'est 1818. Ça s'est dit, il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'écrire un livre comme ça à cette époque-là. Et quand c'est sorti, un succès monumental. On ne savait pas dans quelle catégorie de littérature. C'est pas de la littérature classique, c'est pas Corneille, c'est pas machin. Un style totalement nouveau. Hein. Donc ça fait sensation. Après, il y en a d'autres. Bon, aujourd'hui, ils ne sont pas connus, hein, mais c'est des chefs-d'œuvre. Mathurin a écrit un livre qui s'appelle Melmoth. C'est une genre de sorcier, magicien, tout ce qui s'ensuit. Un écrivain qui s'appelle Lewis, il a écrit un livre qui s'appelle Le Moine. C'est un chef-d'œuvre de livre d'épouvante. Ça bat Stephen King à plat de couture. Ah, ça se passe dans un monastère, il y a un moine et puis il y a une équipe de moines et au lieu de faire des prières et cetera, ils torturent à tout va tout ce qu'ils trouvent, ils violentent, ils ceci, ils ont des orgies. C'est le film d'épouvante complet, enfin la littérature là, parce qu'il y avait pas encore de cinéma à l'époque, mais vraiment le livre d'épouvante absolu. Pour l'époque, hein, 19e siècle. Totalement inconnu. Aujourd'hui, hein. À l'époque, ça a eu un succès assez considérable, hein. Mais bon, aujourd'hui, c'est terminé. Il y a Théophile de Gautier, donc, je l'ai dit, qui a écrit La Morte amoureuse. Et les autres, Guy de Maupassant, tout ça, Baudelaire, qui font dans la littérature normale, ont aussi écrit des choses ésotériques. Baudelaire a écrit 2 poèmes sur le vampire. Un s'appelle Le Vampire, un autre, La Métamorphose du vampire. Il raconte bien les histoires de vampires. Dans son poème, une partie, c'est la vampire qui apparaît comme une véritable femme, qui est séductrice, etc. Donc il y a eu un accouplement. Puis après, il s'aperçoit que c'est une morte vivante et le corps de la personne se décompose. Un truc extraordinaire. Comme quoi, avant le fameux livre Dracula, ces thèses et ces romans existaient déjà. Hein. Alors, le fameux Jules Verne, vous allez dire, ouais, mais c'est aussi l'époque de Jules Verne, bien entendu. Et alors, Jules Verne, c'est la même époque, hein. Château des Carpates. Vous allez voir après pourquoi il y a toujours les Carpates dans ces histoires de vampires. Alors lui, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Comme c'était la vogue d'écrire des trucs sur les vampires, sur le fantastique, les châteaux, les monastères, le Moyen-Âge, etc. Il s'est dit, ben voilà, je vais aller dans les Carpates aussi, le titre le montre. Il a inventé, alors comme lui, il est très très passionné par la science, forcément, il ne croyait pas trop aux vampires. Hein. Il a voulu faire quelque chose de très curieux, mais ça a très bien marché. Hein. C'est de raconter une histoire de vampire qui se passe dans les Carpates, mais en donnant une explication scientifique. Ah, pas du tout pour dire les vampires, on va vous donner l'explication de ce que c'est vraiment, parce qu'il n'y avait pas plus de solutions que les autres. Il a inventé un truc. Et donc, ça se passe bien sûr dans les Carpates. Il y a un château hanté qui a été occupé par des vampires. Un conte abominable, des contes abominables pendant des siècles. Plus personne dans le village qui est en bas n'ose y aller.
C'est tabou, on évite de tourner autour, hein. Normal, hein, non. Et alors, heu heu, à un moment, il y a un berger qui est dans les montagnes, ses troupeaux, puis un colporteur qui passe. Alors il passe sur la route avec un cabriolet, puis il vend un peu de tout, des bricoles et machin et bon alors, le berger lui, va, il s'occupe pas d'avoir des loupes, d'avoir des je sais pas quoi, des peignes, des trucs, puis à un moment, il voit un objet bizarre tout en long. Alors il dit: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Alors le brocanteur il dit: «Mais ça, c'est un truc pour voir au loin». Alors le berger, il sait pas ce que c'est, il dit: «Mais c'est une longue vue, regardez dedans». Alors là, on regarde, je vois la rue de mon village, il est de kilomètres. C'est fantastique, combien ça vaut? Un prix faramineux, pas un prix d'un berger, hein. Puis alors il tourne, il fait soudain il voit le château à la longue vue. Et qu'est-ce qui s'échappe du château? Une fumée. Ah, le berger est comme ça. Il y a quelqu'un qui fait du feu dans le château hanté. Le château est occupé. Du coup, il achète la longue vue et il va dans son village et il voit les officiels. Il y a un docteur, charlatan fini qui soigne rien, qui croit en rien, qui dénigre tous les contes et légendes du coin. Voilà. Puis les autres, mordus comme c'est pas possible, que le château est hanté, qu'on ne peut pas y mettre les pieds depuis des siècles. Non. On lui dit, mais écoutez, il se passe quelque chose puisqu'il y a quelqu'un qui fait de la fumée. D'ailleurs, regardez dans la longue vue. Regarde. Et il y en a qui disent, ben, il faut y aller, il faut voir. C'est peut-être des bandits qui campent à l'intérieur et qui vont venir nous attaquer. D'autres disent, mais non, c'est le comte machin, il est ressuscité, c'est un vampire. Alors on dit, qui va bien y aller voir? C'est une décomposition totale, personne n'ose aller y aller, hein. Puis un jeune homme assez fingant, assez ruste. Oh, moi, j'ai pas peur, hein, les vampires, j'y crois pas, je vais y aller. Puis après, on dit, il faudrait quand même que vous soyez accompagné, parce que je sais pas ce qui vous peut arriver. Ben, prenez quelqu'un avec vous. Personne ne veut y aller, hein. Ils sont tous une trouille monumentale. Puis on dit au docteur, bah vous, vous avez pas peur parce que vous croyez pas aux vampires. Le gars ne veut pas y aller. Ah non, 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 je suis trop vieux. Non. Il y a toutes les excuses, il y a tout le secours. Il dit, mais c'est un vrai, le force, hein. Alors, il y a toute une histoire avec lui, des pages et des pages, où il veut redescendre, il dit que ça sert à rien. Bon, et puis il arrive quand même devant ce château à moitié en ruine, délabré, toujours la fumée, là. Et puis, bon, bah, le gars, il avance dans un fossé, il y a un fossé à sec, et ce gars, ce docteur, il avance, hop, il reste figé sur place. Il ne peut plus avancer, le truc. L'autre, bon, il passe, il voit qu'il y a des sortes de pierres qui sortent du château, une porte de pont-levis relevée, donc il ne peut pas rentrer, mais l'escalade. Puis à un moment, il y a une sorte de meurtrière assez large dans la maçonnerie, il va pour rentrer à l'intérieur, paf! Il est expulsé du truc, il ressort, il tombe dans le fossé complètement inanimé. Alors, il se réveille, il rampe, il va tirer l'autre de l'endroit où il était figé, etc. Ils redescendent tous les deux dans le village, ils sont complètement en loc, totalement. Les gens, ils accourent autour, ils disent: «Qu'est-ce qui vous est arrivé?» Bah, je dis: «C'est pas possible, vous êtes dans une situation complètement victime des forces occultes, et cetera, et cetera. Bon, on sait pas trop comment les rétablir, ils se remettent petit à petit, les 2, ils sont pas morts, hein. Ils n'ont pas été sucés de sang ni quoi que ce soit, donc il y a des choses invraisemblables. Puis, au fur et à mesure des jours, il y a 2 promeneurs qui passent. Alors ils font de la randonnée. Ils passent, il y en a un qui c'est un comte qui a des propriétés dans les châteaux là, qui fait plus rien de sa vie et qui dit: «Ben tiens, je veux passer mon temps à faire de la marche dans le pays». Alors il passe par le village, il est reçu à l'auberge, les gens l'accueillent parce que les touristes sont rares. On lui dit où il va, bah, je vais au sud, là je fais de la marche, j'admire les paysages, et cetera. Alors on ne sait pas comment trop le retenir parce que c'est un client pour l'auberge, et cetera. Je dis: «Mais vous faut pas visiter le village?» «Bah, qu'est-ce qu'il y a à voir? Rien». «Ah bon, voilà, pourquoi vous voulez que je reste?» Enfin bon, on lui dit: «Bah, il y a un château là, du Moyen Âge, puis il se pourrait qu'il soit hanté». «Ah bon?» «Ouais, bah, vous devriez aller voir, non». Alors on lui raconte du coup l'histoire de vampire pour la pâté. Ah, il dit: «Moi, je crois à rien du tout de tout ça, ça n'existe pas». Donc il veut se sauver, hein, enfin, il veut continuer sa route. Puis à un moment, au hasard, mais c'est pour le roman, hein, il dit: «Mais qui c'est le propriétaire de ces lieux?» On dit: «Écoutez, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il n'y a plus de propriétaire, le dernier vivant est parti,
mais c'était occupé du temps, il y avait un vivant, par le baron de Gortz. Et alors là, le gars, il se dit: «Mais le baron de Gortz, je le connais, mais il est pas mort du tout. Je l'ai rencontré en Italie». Puis je fais: «C'est pas possible». Les gens sont: «C'est pas possible cette histoire, il est vivant, on le croyait archi mort». Ah, il dit: «Non, non, parce que c'est un amateur d'opéra, il va à l'opéra, puis moi aussi». Alors là, l'histoire, c'est Jules Verne, pas l'histoire. Et alors, le problème, c'est qu'ils assistaient tous à des concerts d'opéra, dont une chanteuse, c'était la Calas de l'époque, s'appelle la Stilla, c'était la grande, grande chanteuse d'opéra, dont ils étaient tous les 2 amoureux. Le baron de Gortz et Franz de Télek. Et elle, qui savait pas trop quoi faire entre 2 prétendants de la noblesse, avait choisi d'épouser le fameux Franz de Télek. L'autre a fait une crise, pas possible. Elle a voulu tout casser, elle a voulu étrangler l'autre, et cetera. Et puis la fille, à un moment, n'en pouvait plus, elle était trop pressurée, trop ceci, a décidé de mourir. Et dans un chant qu'elle interprétait où elle parle de mort, elle meurt en scène. Donc là, les 2 amateurs d'opéra repartent chacun dans son coin, de sa propriété, voilà. Et alors, lui, quand il entend ce nom-là, il se dit: «Bah, c'est peut-être lui qui est rentré dans sa propriété», et là, il décide d'aller voir. Forcément, il n'a pas plus de succès que les autres pour rentrer, tout est blindé de partout, tout est fermé, mais il trouve, lui, une ouverture, il rentre, puis il se perd dans les souterrains. Donc il y a des pages et des pages et des pages d'errance dans les souterrains, dans les puits, dans les machins. Tous les châteaux sont comme ça, c'est plein de tunnels, c'est un vrai labyrinthe à l'intérieur. À un moment, il arrive dans une pièce, puis il entend des voix. Et la cloison est légère, alors il pousse des briques, il y a une brique qui tombe, il y a une ouverture et il entend des voix. C'est le comte de Gortz, baron de Gortz, qui discute avec son associé pour dire: «Bon, on a tout bien préparé, on n'a plus qu'à s'en aller, moi je vais partir le premier, tu viendras me rejoindre après parce que je veux une dernière fois entendre sa voix». Alors sa voix, c'est la cantatrice qui chante. Et le gars qui est dans les souterrains, il entend la voix de la cantatrice qui devait être sa femme. Bah, je dis: «Merde, elle chante, elle est là». Il croit qu'elle est vivante alors qu'elle est morte sur scène. Alors, bien sûr, pour Jules Verne, parce que c'est Jules Verne, hein, on est dans l'histoire de vampire. La morte n'est pas morte, et cetera, et cetera. Après, il réussit à sortir de son passage, il la voit. Il rentre dans une salle où le comte de Gortz est dans un fauteuil, puis il écoute la musique de l'opéra et il regarde, une scène et la fille, elle passe. Et le fameux, Franz de Télek, elle voit le corps. Alors, il y a soudain un court-circuit, hein. Il s'affaisse, et cetera, et cetera. Et après, qu'est-ce qu'on entend? Des coups de feu. Il y a les gendarmes qui arrivent, parce que dans le village, les voyant pas revenir, on a appelé l'armée. Il y a une invasion du château, il y a des coups de revolver, et ce fameux baron de Gortz a une balle qui le frappe dans un appareil qu'il tient dans les mains. Il s'effondre, il est ramassé, tout ce qui s'ensuit. L'autre est ramassé à moitié inanimé, etc. Et il y a une explosion. Et une partie du château saute. En fait, avant de partir, baron de Gortz et son acolyte avaient miné le terrain avant de s'en aller. Et alors, alors on se dit, c'est une belle histoire de vampire. Puis à la fin, parce que c'est Jules Verne, dans le dernier chapitre, on apprend l'explication de tout. Tout était scientifique. Ouais. C'est-à-dire que le gars qui pouvait plus avancer vers le château, il était tombé sur un truc magnétique qui lui figeait les pieds au sol. Et l'autre, qui était passé par une meurtrière, avait reçu une charge électrique dans la tête, il était retombé. Et la voix qu'on entendait de l'actrice, c'est un électrophone. Et l'image, c'était les premières images de cinéma. Et donc à la fin, on dit, c'était une illusion totale. Et le baron de Gortz qui s'en allait avec un appareil, c'était la bobine d'enregistrement de tous les airs d'opéra de son amour. Donc, alors forcément, quand on est dans une histoire comme ça, personne ne connaît, hein. Je la raconte, personne ne connaît absolument une histoire pareille. On est dans un mélange de trucs de fantastique
et de trucs scientifiques. Et Jules Verne faisait toujours ça. Et après, on va arriver à la vraie histoire. Parce que la vraie histoire, c'est Bram Stoker, Dracula. Donc, parmi toutes ces choses, on n'est pas encore à cette fameuse histoire mondialement connue. Vous allez voir pourquoi c'est mondialement connu, parce que ça sort quand même de l'ordinaire. Donc l'histoire du Dracula qu'on connaît par les films. Hein. Alors d'abord, il faudrait dire quelque chose de Bram Stoker, puisque c'est l'auteur, hein, chef-d'œuvre Dracula. Donc Bram Stoker, c'est un Irlandais, donc c'est le 19e siècle, hein, début 20e, il est mort en 1912. Hein. Donc il a écrit Dracula en 1897. Donc c'est tout à la fin de la période du fameux romantisme et du romantisme noir. Il compte dans un roman au romantisme noir, parce que c'est une histoire de vampire, hein, etc. Donc d'une famille assez, comment dire, évoluée, mais un enfant assez maladif. Donc comme il était malade dans sa jeunesse, les grands-mères, les tantes, sa mère lui racontaient de belles histoires. Toutes les légendes irlandaises, écossaises, machin, y est passé. En gros, il a été nourri de mythologie, de contes et légendes, et tout ce qui s'ensuit. Hein. Bon, voilà, il a grandi. Il était en fait régisseur de théâtre. C'est-à-dire, il organisait les spectacles, les pièces de théâtre. Il n'était pas destiné à la littérature du tout, mais bon, il écrivait quelques petites bricoles assez réputées, donc ça lui a permis d'écrire quelques textes. Et puis un jour, il a écrit Dracula. Alors on pense qu'il s'est inspiré de tous les auteurs qui avaient parlé de vampires avant. Il y avait déjà Baudelaire, il avait déjà écrit, Théophile Gautier il avait déjà écrit, et puis il a rencontré un personnage qui s'appelle Arminius Vambéry. Arminius Vambéry, c'est un Roumain. Il était venu faire des séminaires à Londres, et dans ces séminaires, c'était un professeur de sciences orientales, donc il était assez connu, assez célèbre. Bram Stoker l'a rencontré, et ce personnage connaissait par cœur toutes les légendes de Roumanie, Hongrie, etc. On en parlait à Bram Stoker. Lui, il a fait une synthèse de tout, a sorti Dracula. Donc on s'est dit, là, c'est quand même assez extraordinaire, ce livre. Mais plus extraordinaire, par d'autres raisons, c'est qu'il s'est basé sur 2 histoires vraies. Alors, la première histoire, c'est un personnage qui s'est vraiment appelé Dracula au XVe siècle. Donc vous avez le portrait ici. À la cour de Vienne, on a un portrait de Vlad Dracula, un prince, donc gouverneur de la Transylvanie, du temps de l'Empire d'Autriche, du royaume de Hongrie, des choses comme ça. Donc il y a eu un moment, il n'y avait pas de Roumanie à cette époque-là. Il y avait une principauté de Valéquie, une principauté de Transylvanie, de Moldavie, tout ce qui est censé. Et lui, c'est ce qu'on appelle un voïvode, c'est-à-dire un gouverneur. Donc au nom des princes de Hongrie, d'Autriche, il gouvernait la Transylvanie. Et qu'est-ce qu'il faisait dans cette province? Il combattait surtout les Turcs. Donc c'est l'époque où les Turcs voulaient envahir l'Europe. Ils avaient déjà réussi. Hein. Ils avaient pris Constantinople, 1453. Ils voulaient prendre tous les autres pays, conquérir la Hongrie, la Roumanie, l'Autriche. Il fallait les arrêter partout. Et là, en Moldavie, en Transylvanie, etc., ça résistait comme c'est pas possible. Alors, il y a eu tout un tas de princes de cette dynastie qu'on appelle Vlad. Mais il y a eu des Michel, des Simon, mais Vlad II, Vlad un premier, Vlad ceci. Et alors, le Vlad, premier Vlad, c'est appelé Dracule. Vlad Dracule. Alors, Dracule, c'est le dragon. Parce que sur les étendards, il y avait des dragons, etc. Ça symbolisait la force, la violence, la bravoure. Parce que c'était un terrible guerrier. Hein. Il faisait tout voir aux Turcs. Hein. Emporter des victoires contre les Turcs qui gagnaient partout, mais pas d'hommes. Et il a fini par mourir, et son fils, Vlad II Dracula, Dracula veut dire fils du Dracule, le premier, surnommé Tépès. Donc c'est Vlad Tépès Dracula.
un personnage historique vraiment existant, dont on a retrouvé des histoires dans les chroniques, hein, roumaines, autrichiennes, puisque la province a dépendu de l'Autriche, etc., qui avait une réputation absolument inimaginable, c'est qu'il empalait ses ennemis. Il est connu comme l'empaleur, vous voyez là sur l'image, les pales, pitchou les corps qui glissent le long des pales, puis lui il prend un repas tranquillement devant le spectacle. Hein. Donc c'était sa spécialité, quand il faisait des prisonniers, il les faisait empaler, même ceux de son pays. Hein. Révolte des boyards, les seigneurs, propriétaires fonciers contre son pouvoir, empalés. Des commerçants saxons qui ne respectent pas un traité de commerce, empalés. Les Turcs prisonniers, empalés. Alors, à la cour d'Istanbul, les cheveux dressés sur la tête, parce qu'on comprend bien qu'un ennemi des Turcs peut utiliser d'un massacre, de pendaison, de mise à mort, mais alors pas le pal, parce que le pal, il ne supporte pas. Il n'y a rien de plus humiliant que d'être empalé. Ah, bien entendu. Hein. Donc, ils avaient horreur de ça, donc c'est pour ça qu'on les surnommait Tépès l'empaleur. Ils en avaient une peur bleue. Hein. Ils pouvaient pas... Ils perdaient. Hein. Les Turcs étaient battus. Hein. Bon, etc., etc. Donc il y a eu un mythe de l'être sanguinaire, violent, voilà, tout ce qui s'ensuit. Bon, il a fait tellement d'exactions qu'à un moment, le roi de Hongrie, qui était son suzerain, en gros, l'a invité à venir discuter du coup. Et puis en venant discuter du coup, il s'est fait faire prisonnier. Donc il a été prisonnier, il était 12 ans en prison. Puis après, quand les Turcs ont commencé leur bataille, essayaient de avancer, on s'est dit, mais on se prive d'un guerrier, d'un stratège absolument extraordinaire, il faut le libérer. Alors on a fait, le roi de Hongrie a fait un drôle de truc. Il lui a donné sa fille comme épouse et lui a demandé de se convertir au catholicisme. Parce qu'en Roumanie, à l'époque, on était orthodoxe, mais en Hongrie, chrétien, catho. Lui, il l'a fait. J'ai été très, très mal vu dans ce pays. Ils ne pouvaient pas supporter que leur prince soit devenus catholiques, s'ils sont plus ou moins orthodoxes, et tout autre rite, etc. Et donc il y a eu une gigantesque bataille avec les Turcs, encore une fois. Comme il était toujours attaqué, parce que les janissaires, l'armée d'élite des Turcs, on sait toujours où il était pour le tuer, l'attraper, etc., etc. Il avait eu l'idée de se déguiser en un autre pour pas qu'on le connaisse. Mais manque de peau, en quoi il a pu se déguiser? En turc. Mais dans une mêlée où les Turcs et les Roumains étaient mélangés. Ceux qui l'ont vu en turc, ils n'ont pas reconnu que c'était lui. Donc il a été descendu. Et il est mort, comme ça. Et finalement, mourir comme ça, très jeune, hein, parce que ces années, c'est 1431-1476. Il a vécu 45 ans. Et il est mort très jeune. Alors, c'est devenu un héros national, parce qu'il avait remporté je ne sais pas combien de victoires contre les Turcs, etc. Mais considéré comme un être extrêmement sanguinaire. Hein. Et alors, le stupéfiant de l'histoire en rapport avec Dracula, c'est que bien sûr, surnommé Dracula, le dragon, c'est pas du tout parce que le dragon est un animal féroce, c'est parce qu'il appartenait à un ordre initiatique qui s'appelle l'ordre du dragon. Alors, il y avait un prince qui s'appelle Sigismond de Luxembourg, qui était empereur du Saint-Empire romain germanique, qui a décidé un jour de créer un ordre du dragon renversé. Et dans cet ordre du dragon faisait partie une élite de tous les pays. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Personne n'en sait rien. Ce qu'on dit des rituels de haute magie. Est-ce qu'il faisait des trucs à base de sang, base de sacrifice humain, à base de ceci? Il fallait donner de la force à ceux qui y participaient, une énergie considérable, des rituels particuliers. Mais le but officiel, parce que c'était connu que ça existait, je ne savais pas ce qui se passait dedans, hein, mais c'était de libérer toute l'Europe des Turcs et de l'islam. Déjà, hein. On est au XVIe siècle. Et lui, il a fondé cet ordre-là, 1408, c'est le 15e. Donc on avait déjà cette idée-là, donc il a appartenu à cet ordre Dracula. Donc vous voyez un personnage très très particulier, ce Vlad Dracul, réellement un personnage historique, hein, mais pas vampire du tout. Sauf que ces opérations sanglantes, ces abominations, les tortures sur les prisonniers, manger devant un spectacle de gens empalés, quelquefois 2000 d'un coup. Ah, une fois, il a pris un chef turc dans une bataille, il l'a emmené sur une colline, il l'a assis sur un trône, il a dit, vous allez regarder un spectacle,
Oh, il y avait 2500 pales avec les prisonniers qui glissaient dessus. Donc, ça refroidit le personnage en question, qui a été laissé vivant. Hein. Elle a dit: «Tu vas aller à Istanbul raconter ce qui se passe ici». Bon, le gars, il est venu raconter, il n'y a pas eu de bataille pendant plusieurs années, hein, à la suite de ça. Hein. Donc, bien sûr, cette histoire a pu nourrir des choses un peu curieuses. Alors, la deuxième histoire, c'est une comtesse qui s'appelle comtesse Báthory. Alors, comtesse Báthory, c'est au XVIe siècle, c'est une Hongroise. Ah, c'est une dame extraordinaire, hein, de la noblesse, etc. Une chef, hein, et qui était apparentée à la famille royale de Hongrie. Et alors, cette femme a eu un mari extraordinaire. C'était un grand combattant contre les Turcs aussi, remportant des victoires contre les Russes, les Turcs, tout ce qui s'ensuit, mais qui est mort assez jeune. Curieusement pas au combat, mais chez lui. Bon, donc elle est devenue veuve, elle a été très, très attristée, et cetera, pendant longtemps. Elle a été donc dans le veuvage quelques années et puis, elle est tombée amoureuse d'un jeune homme. Et alors le jeune homme, bon, son père voulait pas qu'il se marie avec cette femme-là. S'il y avait trop d'écart de noblesse et il y avait, comment dire? Il lui avait réservé un grade militaire dans des armées au Danemark, et cetera. Donc, le père, alors à l'époque, les pères étaient sacro-saints, hein. On leur obéissait, hein. C'est pas comme aujourd'hui, hein. Donc, je t'interdis donc ce mariage. Donc ils se sont séparés. Donc elle a été catastrophée parce que là, c'est un amour auquel elle comptait. Elle n'a pas cru du tout à cette histoire de poste militaire. Elle a cru qu'elle était abandonnée, elle était très triste, et elle a supposé que c'était parce qu'elle était assez âgée et qu'il y avait un écart d'âge et qu'elle n'était pas assez belle. Alors que c'était une beauté, hein. Tous les chroniques de l'époque lui disent, mais c'est une splendeur vivante, hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans les récits, parce que quand il y a eu son procès, tous les témoins et les juges ont reconnu que c'était une splendeur. Là, c'est la dame qui joue, Julie Delpy, qui joue dans le film, hein. Mais elle ressemblait un petit peu à ça, ce visage-là en réel, hein, et cetera. Donc, elle a conclu ça, et bien sûr, c'est toujours comme dans l'histoire de Gilles de Rais, comment conserver l'éternelle jeunesse. Et un jour, il y avait une servante au château et il se passe quelque chose, que la servante se blesse, et donc du sang coule, et du sang coule sur la main de la comtesse. Alors elle le frotte, elle le lave, les choses reprennent leur cours, et à ce moment, elle s'aperçoit que sa peau est plus blanche que le reste de la peau, à l'endroit où est tombé le sang. Et elle en conclut que le sang pourrait la rajeunir. C'est une lubie, hein. Elle pense ça, et du coup, elle va vouloir se nourrir de sang. Alors là, ça fait très vampire, parce que, en gros, elle va soit boire du sang pour rajeunir, soit prendre des bains de sang dans des baignoires. Mais pour ça, il faut égorger des jeunes filles par dizaines et par dizaines et par dizaines. Donc elle recrute, il y a des gens qui viennent, des jeunes filles qui viennent travailler au château. Vous venez travailler au château, vous êtes bien payés, ça, très bien payés, hein. Vous travaillez à la cuisine, vous faites de la couture, vous faites le lit, personne ne les revoyait jamais. Puis quelque temps après, il y avait des émissaires qui revenaient faire du recrutement. On a besoin de personnes au château, vous avez 3 filles, il y en a une de trop, il n'y avait pas lui donner à manger. Personne ne les revoyait jamais. Alors à la fin, la rumeur a couru, mais qu'est-ce qu'elle en fait? Comme on est en Hongrie, on croit beaucoup aux vampires aussi, etc. Donc on ne voyait jamais les corps. Alors il y a le dossier. Alors les autorités locales disaient qu'il fallait porter l'affaire au roi de Hongrie, qui est curieusement le cousin de la dame. Mais comme elle est de la famille royale, par une branche collatérale, ça ne va pas donner suite. Enfin, les faits s'accumulant, on prévient ce roi quand même, qui curieusement ne pouvait pas tellement la sentir. Ah, elle s'est dit là, j'ai des preuves sérieuses, les témoins vont venir, etc. Donc elle a été finalement arrêtée. Elle est passée au tribunal, mais elle a reconnu, hein. Elle a dit: j'ai besoin de sang pour conserver ma jeunesse. Pas de problème. Elle avait tué au moins 600 jeunes filles. Alors, comment on le sait? Est-ce que le chiffre n'est pas exagéré?
c'est qu'elle pointait tous les personnels qu'elle engageait. Donc j'ai embauché Madame Muntel à la couture, à la cuisine, au ménage. Il y avait la liste. Et les personnes encore vivantes au château ont raconté, oui, on a vu tout ce qu'on a vu. Alors on ne l'a pas condamnée à mort, parce que c'est sang royal, on l'a emmurée vivante. Donc on l'a mis dans un cachot, pas d'ouverture, pas rien, on l'a laissé. Il y avait une trappe, on passait un repas. Quand un jour le repas n'a pas été touché, on a dit elle est morte, on a ouvert, elle était décédée. Un truc. Donc dans ces histoires macabres, il faut bien le dire, des horreurs sans nom de Vlad Dracul et la comtesse Bathory, on pense que ça nourrit tous les livres de littérature fantastique et d'épouvante de l'époque. Et Bram Stoker, donc, l'a mis dans son roman, un fameux roman Dracula dont je vous parle là. Donc c'est quand même assez curieux, hein, quand même, comme origine d'histoire. Toujours est-il qu'en 1897, quand arrive l'écriture de ce livre, ça va être un chef-d'œuvre, hein. C'est dans la littérature fantastique le livre le plus vendu. Alors pas par rapport à la Bible, pas par rapport au Da Vinci Code ou tout ça, hein, qui n'existe pas à l'époque, mais de tout. Ça dépasse Jules Verne, on ne sait pas combien, tous les autres livres fantastiques, etc. C'est le plus vendu à aujourd'hui. Pour un auteur qui n'est pas connu. Parce que si vous allez dans la liste des auteurs irlandais, il n'y est pas. Dictionnaire de la littérature fantastique, Dracula n'est pas cité. Et un jour, qu'il y a quelqu'un qui voulait faire une biographie de Bram Stoker, est allé à Dublin, parce qu'il est né à Dublin, après il a vécu à Londres, un peu partout, a dit alors pourquoi il n'y a pas de statue de Bram Stoker dans votre ville? On n'a pas l'argent pour faire une statue. En fait, il était terrorisé à l'idée de glorifier quelqu'un qui avait écrit sur les vampires, quoi. On pense quand même, parce que c'est l'Irlande, que ça vient de l'Église catholique. On ne pouvait pas glorifier et rendre je ne sais pas quel honneur à quelqu'un qui écrit sur des vampires. Donc bon, le truc, ouais, c'est très très curieux, hein, comme histoire, hein. Alors pourquoi ce fameux Dracula est un chef-d'œuvre? À dire écrit sur les vampires, mais comme 50 autres. Non, c'est très 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 particulier. D'abord parce que c'est la synthèse d'un peu tout ce qui s'écrivait sur les vampires jusqu'à lui. Donc c'est un beau truc enrobé. C'est le cadre des Carpates. Il y a une partie qui se passe dans les Carpates, une partie à Londres, une partie à droite, à gauche, hein. Mais alors c'est très très bien écrit. S'il y avait un prix Nobel de la littérature fantastique, il l'aurait. C'est un très très beau style, c'est très très bien écrit. On se demande pourquoi il n'a pas eu de prix. Donc en gros, à lire, en gros, bien sûr, dans la langue locale, c'est très très beau. Mais alors ça dépasse totalement une histoire de vampire. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire, entre guillemets, Dracula se réveille la nuit, il va pomper du sang, etc., etc. Mais le mythe est beaucoup plus large que ça. Ça fait allusion aux ténèbres, aux forces du mal, ou tout ce qui s'ensuit. Donc c'est très, 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 très intéressant. Et, et donc, bien sûr, on pense qu'il y a eu des sources autres que les vampires. Et en cherchant, on s'est aperçu que ce fameux Bram Stoker appartenait à plusieurs sociétés secrètes, dont une qui s'appelle la Golden Dawn, l'aube dorée, qui est très très célèbre, qui a défrayé la chronique au XIXe siècle, dont à un moment, elle fut dirigée par Aleister Crowley, qui est un grand magicien de l'époque, hein, mais aussi sans doute un peu dans la magie noire, un peu ceci. Il se faisait appeler lui-même la Grande Bête, 666, Christ bête, la Grande Bête. Il aurait été membre des services secrets britanniques. Il aurait influencé des sociétés secrètes allemandes, comme la société Thulé, qui est à l'origine du nazisme, etc. Enfin, un personnage totalement du commun. Mais dans cet ordre appelé Golden Dawn, eh bien, il y avait plusieurs écrivains célébrissimes. Il y avait Walter Yeats, c'est celui qui a écrit Les Derniers Jours de Pompéi, tout un tas de gens très célèbres, dont Bram Stoker. Et on pense que Bram Stoker a eu la commande du livre Dracula. C'est trop beau pour que ce soit de lui, c'est-à-dire que ça aurait été une commande. Et que ces sociétés secrètes ont des archives.
Et on lui dit: «Voilà, il faut lancer ce thème, cette idée pour X, hein, Y en raison», hein et donc c'est quelque chose qui défie, l'entendement. En fait, ça dépasse tous les autres livres, sur le même sujet, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'il a écrit d'autres livres, ben, sur des sujets du même genre. Alors c'est très drôle. Il a écrit un livre où c'était, une vampire. C'est-à-dire c'est un Dracula au féminin. Ça bon, en gros, le livre s'appelle «La dame au linceul», et cetera. C'est une histoire très, très bizarre parce que c'est une dame qui, en fait, là, n'est pas vraiment morte. Elle a été enterrée en état de coma profond et est revenue, puis comme elle est trouvée que c'était très bien, qu'on croit qu'elle est morte, elle a joué le rôle de la morte vivante et tout le monde l'a surnommée Draculina, la petite Dracula. Sauf que ce livre-là n'a pas marché du tout. Hein. Et après, qu'est-ce qui s'est passé devant le succès considérable du livre? 10 millions d'exemplaires à aujourd'hui. Le cinéma s'en est emparé. On s'est dit: «On va mettre ça en film». Ça a commencé là. Vous voyez les films, alors ça s'appelait pas Dracula au début, ça s'appelait Nosferatu. Ah, vous voyez là le Nosferatu. Ah, toujours, la tenue noire, le village, mince et blafard, les doigts en forme de griffes et tout ce qui s'ensuit. Là, quand il apparaît dans le château, hein, c'est-à-dire quand Jonathan Harker, le héros du livre, du film, eh bien, arrive au château de Dracula, il cherche après le propriétaire des lieux, il apparaît comme ça dans une porte qui fait très gothique, hein, ici. Ici, le Nosferatu, c'est la version moderne, parce que c'était refait après en couleur, parce que au début, c'est que du noir et blanc, c'est cinéma allemand, c'est un film muet, en noir et blanc, c'est un chef-d'œuvre, hein. C'est absolument extraordinaire. Après, ils ont dit: «Tiens, on va le refaire en version moderne et coloriée», avec Isabelle Adjani, dans le film, hein et donc ça a eu un succès considérable, le Nosferatu en question, 1922, hein. Alors après, on a fait en 1931 un Dracula parlant, et cetera, avec un acteur qui s'appelle Bela Lugosi, tout à fait différent, hein. Plutôt un personnage assez, comment dire? Présentable, pas du tout à faire peur, et cetera, mais vampire quand même. Et après, les Dracula avec Christopher Lee. Ah, Dracula avec Christopher Lee, c'est les chefs-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Tout le monde en a vu des dizaines parce qu'on a fait des suites, hein. Les fiancés de Dracula, les fils de Dracula, les machins, pour qu'il y en ait des dizaines et des dizaines. Alors Christopher Lee, vous voyez, il fait pas du tout, comme ici, il fait très beau, les cheveux bien coiffés, très bien, toujours la victime, bien entendu. Et puis bien sûr, dans l'histoire, il y a une femme qui est devenue vampire aussi, qu'il faut, exécuter, avec un pieu, hein. C'est quand même assez extraordinaire comme histoire. Alors en gros, bah, cette fameuse histoire Dracula, en gros, qu'est-ce que c'est? En gros, Bram Stoker a écrit quoi? Bon, c'est un Dracula qui habite en Roumanie, hein, mais qui veut venir habiter Londres. Parce qu'il a décidé de, comment dire? De faire gagner au vampirisme toute l'Angleterre. Bon, désagréger le pays et la population, hein. Donc il veut acheter une propriété à Londres. Alors, il prend antenne, contact avec un gars qui loue des immeubles, donc un monsieur qui s'appelle, Renfield. Alors Renfield, ben, il dit: «Oui, ben, voilà un contrat». Ah bah, à l'époque, ça se passe pas par téléx aujourd'hui. Il dit: «Je vais vous envoyer le contrat avec un messager, mon attaché d'affaires là, mon comment ça s'appelle? Mon clerc de un peu un clerc comme un notaire, mais mon homme d'affaires qui allait vous voir où vous habitez pour vous faire signer, machin». Bon, c'est pour le roman, hein, parce que c'était pas obligatoire. Ça pouvait se faire par correspondance, mais toujours est-il que le fameux Jonathan Hacker, le fondé de pouvoir, s'en va en Roumanie, rencontrer Dracula. Alors il passe par l'Europe, hein, par le Danube, par Munich, par machin. Alors il arrive là-bas, il faut chercher ce château, heu, un peu comme ça, perdu dans les Carpates, hein, c'est pas rien. Bon, jusqu'à Bucarest, ça va, mais après alors, il cherche, il va de village en village, il est reçu dans une auberge parce qu'il veut bien qu'il passe la nuit et puis on lui sert un repas, hein, on voit jamais personne dans cette auberge non plus dans ce coin-là. Puis il dit: «Il faut bien que je me donne des forces pour aller au château des Carpates». Tous les gens qui sont dans l'auberge sont refroidis de première, les visages,
Alors il y en a un qui se lève et va dire: «Mais vous avez quand même pas allé au château?» «Bah si, j'ai un papier, là». «Ah non, non, c'est plein de fantômes, plein de trucs, surtout bougez pas». «Bah encore allez-y demain matin, parce que là, le soir, c'est de nuit, il faut mieux pas, et puis personne ne voudra aller, vous mettre sur la route, hein, parce que c'est très loin, hein, à la montagne». Alors ils décident de passer la nuit là, ils partent le lendemain matin, il y a une diligence qui va l'amener, puis à un moment, la diligence s'arrête. Les cochers descendent, prennent son sac, jettent à terre, on voit pas plus loin, les chevaux hennissent, il y a des fantômes, n'avance pas. Mais par là, vous avez le château. Alors le gars, il est tombé du champ, il avance, c'est tout un parcours, hein. Attends, puis il tombe sur la forteresse, forcément elle est fermée, il frappe, bien sûr il y a pas de sonnette, il y a pas de machin, et puis soudain, ben, il se dit: «Ben, je vais camper là-bas, sur place», et le pont-levis se baisse tout seul. Alors il rentre, puis il cherche, il rentre dans alors c'est totalement délabré, une partie du château est complètement en ruine, et une partie du château habitable, où il y a le comte Dracula dedans, c'est ce qu'on voit là. Et puis de l'accueil, puis un repas déjà servi sur une table, puis ils discutent, et puis le Jonathan Harker là, lui dit: ben, merci de m'inviter, voilà le contrat, et cetera». Le gars, il commence à: «Mais alors, vous êtes de quelle famille? Qu'est-ce que c'est l'histoire de votre château?» Le gars, il raconte: «J'ai des ancêtres depuis je sais pas quand, le prince machin a gagné contre les Turcs, truc Puis à un moment, il lui dit: «Eh ben, c'est désolant la situation d'aujourd'hui où il n'y a plus de guerre». Parce que qui dit guerre dit sang versé, des trucs. Situation désolante de cette période de paix. Donc le Jonathan Harker, un peu, stupéfait, et du coup, en tranchant son pain, se blesse au pouce. Et il y a du sang qui coule, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le comte Dracula s'emparer pour lui licher le pouce. Bon, il est comme ça, il le repousse, l'autre se recule, ils se séparent pour, aller dormir, et donc le Jonathan Harker s'endort. La nuit, c'est plein de cauchemars, plein d'épouvantables choses. Le matin, il se réveille un peu dans le cirage, comme je dis toujours. Il se regarde dans le miroir pour se raser. Il y a 2 pointes rouges dans la veine jugulaire. Visiblement, il y a eu une attaque de vampire. Mais lui, il ne sait pas ce que c'est, il comprend pas que ce comte Dracula, c'est un vampire, hein. Mais alors, quand il était à l'auberge, dans la chambre, il y avait un livre sur une table de nuit. Il avait commencé à en lire une page, il n'avait pas eu le temps de le lire. Il l'a mis dans son sac, il le retrouve. Et il feuillette, il s'aperçoit qu'il y a l'histoire que Dracula lui raconte. Et que ce fameux comte Dracula, il a toute l'allure du vampire dont on parle dans le livre. Donc là, il commence à paniquer. Donc le lendemain, il dit: «Je vais tirer au clair cette affaire». Il ne retrouve jamais le comte Dracula, parce que de jour, les vampires ne sortent pas, hein. Dorment le jour et sortent de nuit. Donc, il va dans le château, il rentre dans une pièce, il voit 3 femmes splendides. 3 femmes le voient, sourient, c'est des vampires. C'est les servantes ou épouses ou autres de Dracula. Il panique, il refait un effort, il rentre dans sa chambre. Puis le lendemain, alors, il retourne, il respecte les lieux, il descend dans des caves, il voit un cercueil, il ouvre le couvercle, Dracula dedans. Endormi pendant le jour, hein. Donc là, il se rend compte qu'il est chez un vampire. Il sait maintenant, il est cuit, hein. Alors il se dit: «Mais comment je vais me tirer de ça? Je vais faire signer son papier d'acquisition d'une propriété et je me sauve tout courant». Oh, ça ne va pas se passer comme ça, hein, parce qu'en en vidant son sac pour, tirer ce papier à faire signer par le comte, il y a un boîtier qui tombe, qui s'ouvre, et c'est le portrait de sa femme à lui, Jonathan Harker. C'est donc une Mina qui est son épouse, et alors ça tombe juste sous le regard de Dracula qui voit ce portrait. Il est émerveillé par la beauté fantastique de cette femme qu'il va falloir absolument sucer le sang. Donc comme il voulait déjà aller à Londres pour, contaminer au vampirisme toute l'Angleterre, ben là, il y a encore une excuse, c'est qu'il a une victime, déjà qui l'attend. Bon, alors, il prépare son voyage pour aller à Londres, donc le fameux Jonathan donc, regarde par sa fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Qu'on charge des cercueils sur une charrette pour s'en aller. On saura après que dans les charrettes, il y a de la terre, c'est la terre de Roumanie, de l'endroit. Oui, parce que le vampire, il ne peut pas se séparer de sa terre,
natale de son tombeau, etc. Un des cercueils, c'est lui qui est dedans, le Dracula. Mais il prend le bateau à un port sur la mer Noire pour gagner Nantes. Puis l'autre, il se dit, je veux partir aussi en même temps. Ouais, il s'aperçoit qu'il est séquestré. Ah, la porte est fermée à la clé de l'extérieur. Il crie au secours, personne qui l'entend, personne ne sait qu'il est là. Il décide de s'évader quand même. Comme il y a une fenêtre dans sa chambre, il va déchirer ses draps et ses couvertures, faire des nœuds, descendre par la façade. Mais après, il est là comme de ronde-flanc dans cette propriété. Il va quand même trouver un cheval, remonter le Danube, remonter Munich, remonter vers l'Angleterre. Et pendant qu'il fait ça, l'autre par bateau est arrivé à Londres. Alors, selon les versions, le bateau s'échoue sur une plage en Angleterre, et selon d'autres, le bateau, il rentre tout seul dans le port de Londres. Mais il n'y a plus personne à bord. Hein. Quand on dit arriver au port, alors, et les marins, ils ont été victimes de la peste. C'est là, dans une version Nosferatu, on s'aperçoit que dans la terre et les cercueils, il y a des rats qui ont contaminé la peste. Donc déjà sur le bateau, et après en Angleterre, où les gens vont mourir de la peste par milliers. Dans Dracula, il n'y a pas de rats et pas de peste, c'est une contamination vampirique. C'est le mort d'un vampire qui, à sa mort, devient vampire, etc. etc. Ouais, ouais. Alors c'est très 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 curieux. Toujours est-il qu'en fait, Dracula a, au cours du parcours, sucé le sang de tous les marins qui sont morts les uns après les autres. À la fin, il reste un dernier contremaître qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je ne crois pas que c'est une histoire de peste. » Il descend dans la cale, il remonte tout épouvanté, les cheveux verticales. Il dit au capitaine « Il y a une horreur en bas. » Et il jette à la flotte. Le capitaine, il dit « Je vais aller voir ce qui se passe. » Et quand le bateau rentre dans le port, on retrouve le capitaine ligoté au gouvernail, à moitié moribond. Hein, et Dracula, lui, s'est échappé du bateau. Dans une version, on dit sous forme d'un chien. Il n'y avait qu'un chien qui est sorti du bateau, mais peut se transformer en chien, chat, et chauve-souris, etc. Et arrivé dans Londres, il va à l'endroit où il devait avoir sa maison. Et curieusement, cette maison est proche du propriétaire, M. Renfeld, qui lui vend la maison, mais tout près d'une clinique psychiatrique, parce qu'il serait aujourd'hui une clinique psychiatrique. À l'époque, ça n'avait pas ce nom-là. Ça soignait les maladies psychologiques, d'un monsieur qui s'appelle Van Helsing. Et Van Helsing est une sorte de scientifique de l'époque, mais passionné en même temps pour toutes les choses de la psyché, des trucs de médium, de spiritisme, etc. Comme ça. Donc il faisait des enquêtes sur le fonctionnement du cerveau, etc. Et qui, comme par hasard, habite tout près. Donc le Dracula va être là, le propriétaire des lieux va être là, le monsieur Van Helsing dont je vous parle va être là, le fameux Jonathan Harker va revenir à des camarades, tout le monde va se retrouver à Londres. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Dans la première version, Nosferatu, la ville est contaminée par la peste, on voit des cercueils du matin au soir enterrer des gens. Et dans l'autre cas, c'est la multiplication des vampires. Donc un vampire est vidé de son sang, enfin une personne est vidée de son sang, et à la mort, quand on est mordu par un vampire, on devient vampire. Puis on remord quelqu'un pour se nourrir qui devient vampire. C'est une épidémie vampire. Et alors, il s'est passé une chose extraordinaire. Dans le premier film, c'est Nosferatu, il n'y a qu'un couple. Il y a Jonathan Harker et sa femme. Donc là, le vampire va s'acharner sur la femme. Dans le Dracula, il y a deux couples. Il y a Jonathan Harker et sa femme Mina, et un deuxième couple dont une des personnes, la femme s'appelle Lucie. Donc, il s'est passé que Mina va à rencontre de Jonathan quand il dit « je reviens à Londres » pour aller le chercher. Elle va à son rencontre. Pendant ce temps-là, comme elle n'est pas là, le vampire s'attaque à sa copine, qui est Lucie. Et il va y avoir une propagation du vampirisme dans cet état. Et alors, à un moment, c'est lié à une histoire de sacrifice. Alors là encore une notion en plus, histoire de sacrifice, c'est que dans le fameux petit livre qui avait été trouvé dans la chambre de l'auberge par Jonathan Harker, il l'a ramené dans ses bagages. Et en vidant ses bagages, sa femme trouve le petit livre. Elle le feuillette, elle a toute l'histoire de Dracula et des vampires. Et à la fin, elle lit une chose étrange. Le vampire peut disparaître.
mais il peut disparaître que grâce au sacrifice d'une femme pure. Alors, une femme pure, c'est soit une vierge et totalement pure, soit une femme de mœurs totalement impec et qui peut se sacrifier pour le vampire. Elle est sacrifiée, mais sauf tous les autres. Donc, dans l'histoire de Nosferatu, qui est très abrégée par rapport au livre, il y a l'histoire qu'à la fin, elle dit il n'y a que moi qui peux m'offrir au vampire pour le tuer. Alors, à un moment, elle est déjà plus ou moins attaquée, elle fait des cauchemars, elle n'arrive pas à voir clair dans ce qui se passe dans sa vie, etc. Et à un moment, elle le voit à la fenêtre. C'est-à-dire, elle voit le vampire. Le vampire, il ne rentre pas par les portes, il ne rentre pas par les fenêtres. Il monte le long des façades. Donc, elle le voit derrière la vitre. Bien sûr, j'ouvre pas. Maintenant, elle dit, on va quand même pas ouvrir une affreusité pareille. Puis bon, alors là, c'est là le roman. Il faut que je me sacrifie pour sauver la ville de la peste, etc. Donc, elle a une idée, c'est d'ouvrir au vampire. Et en gros, la combine, c'est de se faire sucer de sang le plus longtemps possible. Maurice Cogro, la mort. Parce que le vampire mourra au chant du coq et au lever du soleil. C'est dans le livre là, dont je vais vous parler. Donc la combine, c'est de dire, je vais l'attirer en pleine nuit, bien sûr. Il va passer, il va me sucer le sang, il ne va pas faire attention au lever du soleil. Quand au moment où il va avoir le lever du soleil, il est perdu. Il faut tenir. C'est tout le suspense du roman, du film, etc. Donc ça se passe comme ça. Elle ouvre la fenêtre, le vampire rentre, et attends, tu le sais, il se met, lui, c'est le coup, etc. Et son mari, le fameux Jonathan, etc., comme il a vu qu'elle n'était pas bien depuis plusieurs jours, il dit, tiens, je vais aller chercher le docteur. Et elle trouve que c'est la bonne combine, pendant qu'il est parti chercher le docteur, le Van Helsing, machin, va s'offrir au vampire. Et le vampire, le sang est tellement bon, c'est tellement beau, c'est tellement ceci, qui passe la nuit. Et son fameux propriétaire, là, le monsieur Renfield, qui est une mèche télépathique avec lui, il dit, mais maître, il va falloir sortir de cette pièce, vous allez mourir. Bon, lui, il n'entend pas, il dit tout ça dans son embreuvage, là, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment, Dracula se rend compte, le Nosferatu en question se rend compte que le jour va se lever, qu'il est temps de décarpir. Il réagit quand même, il se lève, paf! Et par la fenêtre restée ouverte et la toiture pas fermée, le rayon de soleil le frappe en plein cœur. Donc la dernière scène du film, c'est qu'il est complètement frappé au cœur, et alors il tombe en poussière sur le champ. Et le film finit comme ça. Et le film, donc, en gros, la partie revue et corrigée, abrégée du film. Dans l'autre version, c'est Dracula-là, il y a donc deux couples. Et donc, comme la fameuse Mina, femme de Jonathan, elle est partie le rechercher, il n'est pas là. Lui, il va s'attaquer, le Dracula va s'attaquer à l'autre couple. Donc, le monsieur et la fille, dont il suce le sang, etc., qui dépérit à vue d'œil, et qui soudain meurt. Elle est pompée jusqu'à la fin, meurt, mais comme dans la tradition des vampires, une personne victime de vampirisme qui meurt devient vampire. Et qui reboit du sang, qui refait des vampires, tout ça se multiplie, c'est une épouvante. Et enfin, les autres protagonistes reviennent. Donc il y a le fameux médecin, Van Helsing, qui dit, mais moi j'ai très très bien compris que cette histoire, c'est pas une anémie, c'est pas des gens qui ont une faiblesse du sang, mais c'est des vampires qu'il y a derrière. Lui, qui fait les études occultes, il comprend. Donc il rencontre Jonathan, Mina, le mari de la dame qui s'appelle, vous voyez, ça se passe un peu comme ça, qui s'appelle Lucie, qui veut dire lumière d'ailleurs au passage. Donc on éteint la lumière, lux, c'est la lumière, etc. De dire, le seul moyen d'arrêter le maléfice, c'est d'éliminer une deuxième fois le vampire. Oui, parce que dans ces histoires de vampires, qui saccagent tout, qui martyrisent tout, qui font des abominations sans nom, en gros, il faudrait presque les faire mourir une deuxième fois. C'est pour ça que quand on ouvre leur tombeau, on leur enfonce un pieu dans le cœur. Toujours, c'est ce que vous voyez là. Dans tous les films de Dracula imaginables, il y a obligatoirement cette scène-là. Celle-là, dit le baiser du vampire, toujours, on suce le sang, ça se passe comme ça. Et là, c'est le pieu. Alors un pieu en bois, comme ça, curieusement, c'est un pal
comme dans l'histoire de Vlad Tepes. Donc on enfonce un pal dans le cœur, quelquefois un poignard dans la gorge, et quelquefois on décapite le vampire. Donc quand on le tue par le pieu, on le tue par la décapitation, là il est définitivement anéanti. Donc ça repose encore une question philosophique. Il faut que le mort meure 2 fois. Une fois, il est mis au tombeau, il survit grâce au sang, puis après on l'élimine, puis là il meurt vraiment et il tombe en poussière en général. Alors imaginez la scène, c'est tout le suspense de la scène, c'est que Jonathan Harker et son ami mari de la femme en question, et la voix, elle est parfaite, elle est superbe. C'est toujours des créatures de rêve qui font les actrices, qui font les scènes dans le film. Hein. La voix, c'est quand même l'épouse précédente, il faut enfoncer le pieu dans le cœur. Mais, à force d'énergie, de grandeur, de je sais pas quoi, pour sauver l'humanité, tue cette personne. Du coup, le maléfice s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dracula, qui n'a plus du tout de succession, l'épidémie s'arrête, repart en Roumanie. Ah, vous allez dire, ça s'arrête là? Pas du tout. Parce que les protagonistes disent, mais il va refaire la même chose. Il va racheter un immeuble, il va recontaminer des personnes, il va s'attaquer après à Paris plutôt qu'à Londres. Il faut aller le tuer là-bas. Donc ils refont le voyage et rentrent dans le château, le fameux château des Carpates, un peu comme ça. Parce que quand on a étudié un peu le château des Carpates, c'est dit qu'il peut. Et il y en a des châteaux comme ça, hein, les touristes vont voir ça, dit que c'est les demeures de Dracula. Enfin, ils disent, ben, on va lui enfoncer le pieu, parce qu'on ne l'a pas attrapé à Londres. On va le zigouiller, hein, entre guillemets. Hein. Donc ils vont là-bas, ils rentrent dans le château, ils connaissent l'endroit. Jonathan Harker connaît l'endroit, il ne le trouve pas. Ils vont au tombeau, le tombeau est vide. Bon, il dit, tiens, c'est embêtant pour revenir le supprimer, et puis là, ils ne retrouvent pas les trois. Ils ne retrouvent pas les 3 femmes dont je vous parlais au début, je ne sais pas où ils sont passés. Puis soudain, qu'est-ce qu'ils voient dans la campagne? Une roulotte de gitans qui passe. Et les gitans sont toujours liés aux histoires de Dracula. Quand il est transporté, il n'a pas à prendre le bateau, c'est des gitans qui le transportent. C'est des tribus errantes, alors comme ça, c'est facile d'aller à droite, à gauche. Et donc, ils encerclent cette roulotte, il y a des gitans, ils se battent avec. Hein. Donc, il y a un des tués. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la roulotte? Ben, il y a un cercueil, et c'est Dracula qui est dedans. Et là, le pieu, truc, et là, il l'élimine définitivement. Donc, les Dracula finissent un peu sur cette histoire extraordinaire où finalement on élimine définitivement. D'autres disent c'est jamais définitif parce que des vampires il y en a d'autres et ça repart. Hein. entre guillemets. Hein. Et Bram Stoker dans son livre disait clairement qu'il croyait que le Dracula de son époque 19e siècle c'était une réincarnation du Vlad Tepes du 14e siècle. Donc lui à sa mort il y a eu une bizarrerie aussi, hein, puisqu'il est mort là sur un champ de bataille. On l'aurait enterré sur une île au milieu d'un lac, dans un tombeau. Tout le monde savait que personne ne lui osait ouvrir le tombeau, c'est-à-dire ouvrir un tombeau de vampire. Puis un jour, il y en a qui ont eu le courage d'y aller. Donc ils ont ouvert. Le tombeau était vide. Vide. Alors, la rumeur locale, elle dit oui, mais on ne l'a pas laissé là, on l'a mis dans une chapelle à Bucarest, dans une église. Alors on a su où c'était, ils sont allés, ils ont ouvert, le tombeau était vide. Donc on s'est dit, il recourt, ça entretient la légende. Hein. Donc on en est là, vous voyez un petit peu toutes ces histoires invraisemblables, c'est un peu le mythe de Dracula. Et bien sûr, vous allez dire, et depuis au début du XXe siècle, jusqu'aux années 30, en gros 40, après, les histoires de vampires ont commencé à se ralentir, on n'a plus du tout écrit, on a continué des films parce que ça avait la vague. Et puis soudain, comme la période de romantisme noir du XIXe siècle s'est appelée le gothique. Ça s'est surnommé gothique parce qu'on revenait au Moyen-Âge, donc à l'art gothique. Le fameux Viollet-le-Duc, qui a rénové Notre-Dame de Paris au XIXe siècle, c'est lui qui a fait les fameuses chimères. Les fameuses chimères, c'est les statues qui sont sur les tours et qui sont comme ça. Si vous allez à Notre-Dame de Paris, on ne regarde jamais en haut des tours, vous avez, alors là, il y en a une parmi des, je ne sais pas, une bonne dizaine, qui s'appelle la Strige. Strigoi, c'est en slave le vampire.
Mais les gens qui vont à Notre-Dame de Paris, ils croient que c'est du Moyen-Âge, du temps de la construction de la cathédrale. C'est Viollet-le-Duc au XIXe siècle, qui a eu l'idée, pour décorer Notre-Dame de Paris, de reprendre des manuscrits du Moyen-Âge où on montrait comment étaient les animaux fantastiques, parce qu'on croyait tout un tas d'animaux fantastiques. Et il y avait les fameuses gargouilles au Moyen-Âge avec des têtes d'animaux, de diables, de monstres, de trucs, et donc il a refait ça. Et alors, c'est une tête un petit peu de personnage avec des ailes bizarroïdes, pas tout à fait chauve-souris, des cornes, etc., qu'on appelle la strige. Et cette strige qui a les mains comme ça et qui regarde un point particulier dans Paris. On n'a jamais su exactement qu'est-ce qu'il regardait. Mais il regarde quelque chose dans Paris de très très important. C'est pas. Donc, toujours est-il que, vous voyez, ça a eu la vogue. Hein. Alors, le gothique a repris au XXe siècle, dans les années 50, 60, qui se manifeste par plein de choses, de nouveaux films. Alors, dans les films récents, on a déjà 30, 40 ans, ben, vous avez des vampires modernes qui sont comme ça. Buffy le vampire, alors là, on n'a plus du tout les images de Nosferatu. Hein. C'est des très beaux jeunes hommes et de belles jeunes filles, c'est classe, c'est très romantique. Les films de Tim Burton, voilà, l'étrange Noël de Mr. Jack, etc., des personnages comme ça fait très fantastique. Donc il est dans ce qu'on appelle la mouvance gothique. Et là, le fameux Batman. Donc Batman, c'est très célèbre, hein, c'est un peu le double du fameux Superman, et on voit bien que c'est une chauve-souris. Donc il y a une chauve-souris sur son vêtement, et une chauve-souris, vous voyez, au-dessus. Ben, c'est la chauve-souris. Hein. Alors normalement, ce Batman, ben, il pourchasse tous les bandits, les élimine de première, mais pour faire peur à ces bandits, on a imaginé dans le roman qu'ils fassent plus peur que les bandits eux-mêmes. Alors c'est pour ça qu'il a une allure de chauve-souris. Mais il habite un palais qui est décoré à l'art gothique, etc. Il combat les forces du Joker, etc., etc. Donc c'est très, 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 très particulier comme histoire. On ne peut pas trop s'éterniser hein, pour expliquer tout ça parce que ce serait une deuxième conférence. Hein. Alors ça, c'est dans la littérature, dans le cinéma, parce que ça, c'est basé sur les films d'Anne Rice. Anne Rice, c'est quelqu'un qui, dans la deuxième partie du XXe siècle, a relancé les histoires de vampires. Elle n'a pas atteint le niveau de Bram Stoker. Hein. Mais elle a écrit La Reine des damnés, Entretien avec un vampire, etc. Et presque tous ces écrits ont été mis en film. Après, ça a donné des séries télé du genre Twilight. C'est tout des trucs de vampires. Alors, c'est passé dans la musique. Donc, dans le hard rock, devenu heavy metal, black metal, etc., c'est de la musique gothique. Donc c'est très très célèbre, c'est le black metal en musique. Hein. Et puis la fameuse chanteuse, comment elle s'appelle? Mylène Farmer, a des spectacles, c'est des décors fantastiques. Il y a aussi des morts qui sortent des tombeaux, etc. L'une de ses premières chansons, c'était sur le sabbat. Et après, tout à la fin, il y a des choses sur la résurrection, sur tout ce qui s'ensuit. Dernier spectacle s'appelle Nevermore. C'est un paysage rouge et noir sur la Seine, etc. C'est très très beau. Et c'est d'inspiration du gothique. Et alors, c'est passé aussi dans les modes vestimentaires. Ce qu'on appelle le gothique, c'est ça. Ouais. C'est des tenues comme ça. Et avec le maquillage noir et mauve en rapport. Hein. Alors c'est toujours les tenues noires, c'est des robes noires, c'est alors agrémenté de bijoux en argent. Ça, on a toujours les colliers, les pendentifs, les choses qui sont en argent ou en métal, et avec des vêtements composites. C'est-à-dire le vêtement peut avoir un tissu, peut avoir une partie en velours, une partie en résille, une partie dans des tissus très différents, mais toujours dans le sombre, pour donner un peu cet aspect-là, très, 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 très curieux. Hein. Et c'était très à la mode il y a quelque temps, hein, 10, 20, 30 dernières années, c'était... c'est le gothique de maintenant, hein, qui n'est pas vraiment le gothique tout à fait du 19e siècle. Là. Et alors enfin, on pourrait dire, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Parce qu'on peut encore croire des choses de vampires comme ça. Aujourd'hui, c'est toute la Seine, toute la terre qui est gorgée de sang.
Parce que comme on assassine les gens du matin au soir et partout, qu'il y a des guerres dans tous les coins, il y a 90 pays où il y a des troubles dans le pays, c'est par centaines d'hectolitres que le sang est répandu. Alors là, on n'absorbe pas le sang, on ne le boit pas pour se fortifier, on le répand jusqu'à plus sur la Terre. Donc pour revenir au fameux Bram Stoker qui était la référence des références en histoire d'un vampire symbolique. C'est qu'en fait, quand il est allé plus loin qu'une histoire de vampire, c'est que son Dracula est en fait le prince des ténèbres. C'est-à-dire que ce n'est pas un vampire des Carpates. C'est 10 fois plus important, c'est le maître des forces du mal lui-même. En gros, une sorte de préfiguration de l'Antéchrist. C'est pour ça que ça va loin, et on pense qu'il a fait ça, c'est ce qu'il faut lire entre les lignes, parce que dans les sociétés secrètes auxquelles il appartenait, on savait que ça allait, la fin des temps allait être comme ça. Donc il avertissait un petit peu que mon personnage de vampire là, est tout petit par rapport à quelqu'un de beaucoup plus grand qui est derrière. Hein. Et si on est dans les prophéties de la fin des temps, dans l'Apocalypse, il y a le livre de l'Apocalypse, dans la Bible, il y a deux choses. Il y a un moment où on dit les hordes sanguinaires et démoniaques de Gog et de Magog envahiront la terre. Tout à fait les forces négatives nuisibles, soit représentées par des peuples, les Chinois, les Mongols, les Tartares, les je sais pas quoi, des petites tribus asiatiques, soit c'est psychique, c'est des forces psychiques, c'est encore pire. Hein. Et puis le dernier chapitre, c'est les morts sortent des tombeaux pour le jugement dernier. Donc là, on a une sortie collective de tous les morts, bien sûr, depuis les premiers, pour leur jugement, parce qu'il y a les jugements en cours, pour les jugements de tous les morts, de tous les millénaires, etc. Et justement, dans un des spectacles de Mylène Farmer, on voit une tombe avec un bras qui sort, la tombe un peu ouverte comme ça, et un bras qui sort à la résurrection des morts. Donc c'est très très curieux, bien entendu. Donc vous voyez que ça dépasse largement une histoire de légende des Carpates. Parce que bon, on résume toujours à ça, etc. Donc, voilà, on a un petit peu la vampire, là, sous forme de sphinx, avec sa bouche, avec ses canines et son sang, la chauve-souris, représentée en art, parce que l'art se donne à cœur joie de faire des représentations de ce genre. Voilà, on arrête donc là pour ce petit exposé.